Monsieur le maire, on peut y aller quand vous êtes prêt. Parfait. Alors, bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Good night, good evening. Je suis content, heureux de voir qu'il y a beaucoup de gens ce soir, malgré le froid, le vent, la température. Le micro ne fonctionne pas bien. On va l'augmenter. Est-ce qu'on m'entend bien, moi? Ça va mieux? Oui. C'est le micro. Alors donc, bienvenue. Je vais attendre Todd quand même. C'est OK? Perfect. OK. Alors donc, bienvenue donc. Ce soir, c'est la première rencontre aussi de notre nouvelle greffière adjointe, Geneviève Bonichon, qui est avec nous depuis quelques semaines, 2 semaines, je crois. Dans la deuxième semaine. Alors, nous sommes très heureux de la voir pour seconder notre ami Jonathan. Est-ce qu'il y a des... on va ouvrir la réunion, dans le fond, ouvrir la rencontre. Alan Pavilanis, M. Pavilanis, et qui seconde? Madame Lebel. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des modifications à l'ordre du jour? Aucune modification. Qui propose seconde? M. Martin et Madame Graham. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire, puis vous notez, c'est le 15 janvier. Donc, ça fait seulement presque 3 semaines qu'on a eu cette rencontre-là. Donc, aujourd'hui, compte tenu du fait qu'on a eu cette rencontre-là en janvier, il n'y a pas de dossier d'urbanisme ce soir. Et souvent, les dossiers d'urbanisme, il y en a plusieurs, ça prend beaucoup de temps. Donc, il n'y a pas de dossier d'urbanisme ce soir. Qui propose seconde? M. Blain, proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Et Mme Auclair qui seconde. Les sujets d'intérêt public. Alors, j'en ai 2. Le premier, c'est le différend entre la ville de Sutton et la Villa Châteauneuf, qui est gestionnaire de la propriété connue comme le foyer de charité. La majorité des élus souhaitent ce soir clarifier en toute transparence la position de la Ville depuis le mois d'août 2023, soit depuis que la fermeture prochaine du foyer de charité a été portée à l'attention de la Ville. L'intention de la Ville concernant l'utilisation future du foyer de charité, c'est essentiellement de réaliser sur le site un projet mobilisateur, stimulant pour le bénéfice de toute la population de Sutton. Ce projet serait élaboré en consultation avec la communauté à partir de ses besoins et de ses intérêts. La gestion en serait confiée à un organisme sans but lucratif, un OBNL, à mettre sur pied. Dans cette optique, un exemple, puis il peut y en avoir beaucoup d'autres, me paraît particulièrement inspirant. C'est celui de la Maison Mère de Baie-Saint-Paul. Je vous invite à aller sur le site Maison Mère de Baie-Saint-Paul. Baie-Saint-Paul est une ville dont le profil socio-démographique se rapproche beaucoup de celui de Sutton. 8 500 habitants aussi à Baie-Saint-Paul, ville culturelle, ville touristique. La Maison Mère a été développée de concert avec la communauté de Baie-Saint-Paul dans l'ancien couvent et sur le site des Petites Franciscaines de Marie. Je vous invite donc à visiter le site web de la Maison Mère pour avoir une idée plus concrète de ce qui peut être réalisé quand une municipalité, des citoyens, des citoyennes, ses organismes, ses entreprises travaillent ensemble pour atteindre un objectif commun. L'idée importante à retenir, c'est que le projet de Sutton pour le foyer de charité serait conçu et réalisé au bénéfice de la communauté de Sutton pour lui redonner, entre autres avantages, accès au parc naturel que constituent les 28 hectares à l'arrière du bâtiment principal.
Il faut donc parler d'un projet pour la communauté, plutôt que d'un projet de centre communautaire. La nuance est importante, et si mes paroles ont pu porter à confusion depuis 1 an et demi, 2 ans qu'on a abordé ce sujet-là, je fais amende honorable. Ce n'est pas un centre communautaire, c'est vraiment un projet pour la communauté. Cette façon de redonner à la communauté de Sutton le joyau patrimonial que constitue le foyer de charité répondrait aux vœux du mécène Eugène Dyer, dont la donation initiale était explicitement conditionnelle à ce que la propriété, et là je vais le dire en anglais parce que la clause est en anglais, la condition de la donation, c'était que la propriété shall forever be used, employed, and enjoyed by the said donees and their successors for the purpose of education in both the English and French language in and at the said village of Sutton. C'est dans cette optique que nous avons tenté d'approcher Villars-Châteauneuf, mais tous les efforts de la Ville se sont heurtés à une fin de non-recevoir de la part de ses représentants. Ainsi, la visite des lieux, on a voulu visiter les lieux, on a fait une offre de médiation par un expert reconnu, on a fait une demande de rencontre par d'anciens maires de Sutton, il y en avait 4, entre autres, mais toutes ces demandes ont été systématiquement refusées. Vu la tournure des événements, je ne peux pas m'empêcher de déplorer ce refus, à la fois inexpliqué et inexplicable, de Villars-Châteauneuf de considérer la Ville comme un acquéreur potentiel sérieux du foyer de charité. À l'automne 2023, après avoir appris que Villars-Châteauneuf avait offert de céder par donation à l'organisme Le Chaînon, la totalité de la propriété du foyer de charité, c'est-à-dire le bâtiment principal, les terrains, les 7 dépendances, le conseil municipal a adopté à l'unanimité cette fois-là. Tout le monde, tous les gens du conseil ont voté en faveur d'un avis de réserve pour être en mesure de protéger les intérêts de la communauté à l'égard de cette propriété. Une résolution de préemption a également été adoptée par le conseil afin de permettre aux élus d'agir dans l'intérêt de la population, dans l'éventualité où la propriété serait offerte sur le marché. La préemption, c'est un droit de premier refus qui permet à la municipalité d'égaler toute offre de vente ou de don à la propriété. C'est pour ça qu'on a fait la préemption. Rappelons aussi que l'avis de réserve et la préemption sont des moyens légaux. Ce ne sont pas des moyens que la Ville a inventés, ce sont des moyens légaux dont toute municipalité peut se doter pour s'assurer que l'intérêt et les besoins de la communauté sont considérés en priorité. Cet objectif est plus justifié que jamais dans un contexte de rareté d'espace public et de pénurie de locaux et de logements abordables. Je le dis et je le souligne, je tiens à préciser ici que la Ville ne remet aucunement en question la mission puis le grand mérite des organismes qui sont considérés par Villars-Châteauneuf pour occuper le foyer de charité, en l'occurrence Le Chaînon, qui s'est désisté depuis, et la maison La Passerelle. Bien au contraire, la Ville reconnaît pleinement l'importance et la valeur de l'action sociale menée par ces organismes. Par contre, le premier devoir des membres du Conseil, c'est de veiller aux intérêts des citoyens et des citoyennes de Sutton qui les ont élus démocratiquement. Cette motivation qui guide d'abord et avant tout la position de la Ville de Sutton dans ce dossier. Maintenant, comme vous le savez déjà, toute la question de la propriété et de l'occupation du foyer de charité est maintenant devant les tribunaux. Le 28 janvier dernier, la semaine dernière, la Cour supérieure a rendu un premier jugement dans cette affaire et vu son importance, je veux prendre le temps de le lire intégralement. Et j'ai demandé à Jonathan donc de mettre le jugement à l'écran. Donc, le tribunal annonce les motifs de sa décision. Le tribunal est saisi ce matin d'une demande d'ordonnance de sauvegarde afin de demander d'ordonner à la défenderesse, la Ville de Sutton, d'émettre en faveur de la demanderesse de la mise en cause un permis d'occupation. La Ville de Sutton s'en remet à la justice et le tribunal a compris des représentations de la procureure de la Ville que celle-ci n'a pas objection à émettre le permis.
La corporation épiscopale a produit un acte d'intervention volontaire en novembre 2024. Le 12 décembre, le juge Sébastien Pierroy a référé le dossier au greffier spécial pour fixer une date d'audition sur le rôle contesté quant à l'intervention de la corporation. Présentement, l'immeuble est vide, il est inutilisé. Il n'y a aucun préjudice à l'intervenante qui n'est pas propriétaire de l'immeuble, puisque c'est la demanderesse qui est propriétaire de l'immeuble, ce que l'immeuble soit loué. Si le juge du fond, et ça c'est important, si le juge du fond décide que la demanderesse n'avait pas le droit de louer, le bail sera nul. Si le juge du fond en vient à la conclusion que les intervenantes ont droit à une rétrocession de l'immeuble, puisqu'il s'agissait d'un don conditionnel, le bail pourra être annulé. Il n'y a donc aucun inconvénient que le tribunal ordonne à la Ville de Sutton d'émettre le permis d'occupation pour les bâtiments tel que demandé. Le présent jugement ne lie en aucune façon le juge du fond. Ça, c'est important de ce qui est dit. Le présent jugement ne lie en aucune façon le juge du fond. Le présent jugement ne confirme en rien la validité du bail et de ses conditions. Donc, il n'y a pas de jugement sur le fond. Pour ces motifs, le tribunal accueille la demande d'ordonnance provisoire afin d'ordonner à la défenderesse, la Ville de Sutton, d'émettre en faveur de la demanderesse et mise en cause Maison La Passerelle dans les 15 jours du présent jugement un permis d'occupation pour les bâtiments situés au 83 et 83A, principal nord à Sutton. Conformément à la demande de permis déposée, ordonne à la défenderesse d'émettre dans les 15 jours du présent jugement un permis pour le remplacement de la chaufferie du bâtiment situé au 83 principal nord à Sutton, conformément aux informations contenues à la demande du permis déposée le 19 août 2024. L'autre point important, le dernier point, interdit à la demanderesse Villa Châteauneuf, pendant l'instance de donner suite à l'option de donation mentionnée à la convention de bail, jusqu'à ce que le juge du fond, saisi de l'affaire, rende jugement et que le dit jugement soit exécutoire. Donc, toute la question, au fond, demeure. Il va sans dire que la Ville respecte et respectera toute ordonnance du tribunal. Le permis d'occupation sera délivré à Villa Châteauneuf et à la Maison La Passerelle, conformément au jugement dont je viens de faire la lecture. Je tiens par ailleurs à préciser certains faits, car il s'est dit et s'écrit beaucoup de choses inexactes, incomplètes, dans ce dossier qui est à la fois complexe et controversé. Premièrement, la Ville n'a jamais et n'aura pas, du moins sous ma gouverne, de projet de développement résidentiel ou commercial. Il n'y en a pas eu, il n'y en aura pas, puis on n'a pas l'intention d'en avoir. Le laisser supposer constitue à mes yeux de la désinformation pure et simple. Au contraire, dans le cadre de la révision du plan d'urbanisme en cours, qui va se faire très prochainement, il sera proposé que l'entièreté de la propriété devienne une zone de conservation à perpétuité. Donc, développement résidentiel, non. Par ailleurs, je ne peux pas passer sous silence certains enjeux de sécurité qui ont été soulevés par la présence éventuelle de tout organisme qui œuvre auprès des femmes en situation de vulnérabilité. Ainsi, des mesures de sécurité doivent être prises, de concert avec les corps policiers locaux, premièrement pour assurer la protection et l'anonymat des personnes éventuellement hébergées en établissement. Ces mesures concernent aussi le contrôle des accès au bâtiment et à l'immense terrain qui fait partie de la propriété. Qu'en serait-il de l'accès à ce site exceptionnel par la population de Sutton? La question mérite d'être posée. Celle aussi du gardiennage des lieux. Malheureusement, la présence policière, puis on l'a dénoncé depuis plusieurs semaines, la présence policière est peu visible à Sutton et aux environs en raison d'un manque évident de patrouilleurs. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les conditions d'implantation d'un organisme à vocation spéciale dans un village comme Sutton. À ce jour, cet aspect n'a jamais été abordé, mais il devra l'être si les circonstances l'exigent. Compte tenu de l'importance de l'information en cette période de désinformation, en fait, j'invite les citoyens et les citoyennes de Sutton à assister à l'une ou l'autre des 2 assemblées publiques de type Town Hall Meeting. Je vais tenir des Town Hall Meetings les
19 et 20 février prochain à 19h30, ici dans la salle du Conseil. Le mercredi 19 février, ça va être en français et le jeudi en anglais. Donc, il va y avoir des présentations et des questions-réponses. En plus du plaisir de vous rencontrer, je vais profiter de l'occasion pour faire le bilan de notre administration au cours des 3 dernières années. Je termine avec une pensée pour les membres du foyer de charité. Les membres du foyer de charité qui ont habité l'établissement puis qui l'ont géré de façon responsable pendant plus de 50 ans. Ces personnes ont discrètement quitté Sutton au mois de septembre 2023 et leur demeurent pour se reloger à leurs frais dans des RPA ou d'autres endroits. Je pense que leur contribution aussi mérite d'être soulignée et ne pas oublier les gens qui ont travaillé à maintenir cet espace. Alors donc, je voudrais vous remercier de votre attention, puis je vous invite les 19 et 20 février prochains à ces sessions d'information. Deuxième sujet que je vais aborder, qui est un autre sujet complexe et potentiellement très controversé, qui va toucher beaucoup de monde ici à Sutton, le projet d'Hydro-Québec. Autant Hydro-Québec a été proactive pour améliorer la qualité du service à ses clients de Sutton par un émondage intensif, par installation d'appareils de protection, de sorte que Hydro-Québec a répondu à presque 100% des exigences de la Ville qu'on a passées par résolution, entre autres, il y a environ 1 an, à la suite des pannes à répétition majeures de 5 jours qu'on a eues. Autant donc Hydro-Québec a été proactive dans ces dossiers-là, autant, malheureusement, Hydro-Québec va dans la mauvaise direction pour la construction d'une nouvelle ligne et d'un poste dans la région de Sutton. Pourquoi? Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi ils vont dans la mauvaise direction? Parce qu'Hydro nous donne l'impression qu'elle n'est plus à l'écoute des élus de Brome-Missisquoi. C'est simple, on ne nous écoute plus, on dirait qu'on ne nous écoute plus. À preuve, depuis plusieurs mois, la mairesse de Cowansville, Sylvie Beauregard, les maires de Lac-Brome, Richard Burkham et moi-même, et le personnel administratif de la MRC, on a demandé à Hydro-Québec d'élargir la zone d'implantation du nouveau poste qui, à l'heure actuelle, se situe autour de Sutton Junction. On a demandé de l'élargir. Le site que l'on a suggéré, c'est celui de la Sablière Pearson, sur la route 104. Si vous passez sur la route entre Cowansville puis l'intersection de la 139, vous allez voir, il y a une sablière, il y a vraiment un endroit qui est là actuellement où nous, on pense que c'est l'endroit rêvé pour implanter un poste de transport d'électricité. Donc, on a demandé il y a 3-4 mois à Hydro-Québec d'étudier la possibilité d'implanter le poste là plutôt qu'à Sutton Junction ou dans la région entre Lac-Brome, Brome, Village et Sutton. On avait convenu à Hydro-Québec de se voir le 30 janvier. On espérait qu'Hydro-Québec nous donnerait les résultats de ses études techniques sur ce site-là. La réponse fut très brève. Le site n'est pas optimal pour eux pour des raisons techniques. Grande déception. J'étais accompagné de Pascal Smith et de Claude aussi, qui est notre directeur d'urbanisme, Claude Théberge. Donc, déception parce que ce site-là, il coche toutes les cases pour une acceptation sociale et politique du projet. Il coche toutes les cases. Il éliminerait la nécessité de construire la ligne de transport jusqu'à Sutton Junction, parce que si le poste est là, à ce moment-là, on se raccorde au réseau de distribution. On utiliserait un site qui est déjà perturbé, parce que si vous l'avez vu, je pense que tout le monde le connaît, ce site-là. Il est assez perturbé, merci. On se demande quoi faire effectivement avec le site. Le poste profiterait d'un accès à une voie routière importante, la route 104, presque 104/139, et ça préserverait tout l'environnement et les paysages entre, si vous voulez, cet endroit-là et Sutton Junction.
Le message des maires a été très clair, puis je vais vous le dire. Ce qu'on a dit, c'est, OK, il n'est peut-être pas optimal pour vous, Hydro-Québec, mais est-ce qu'il est acceptable? Est-ce qu'il est acceptable? Parce qu'il y a une grande différence entre optimal, vouloir l'idéal, et puis aussi voir, à un moment donné, bien, à certaines conditions, avec certaines composantes, contraintes, on pourrait dire, OK, c'est acceptable. Hydro nous a presque dit, bien, croyez-nous, c'est le site optimal. Évidemment, aujourd'hui, avec l'expertise qu'il y a à travers la population, à travers aussi, je pense, le processus d'audience publique qui va obliger Hydro-Québec de donner les résultats, justifier ses projets. Donc, il a été demandé à Hydro-Québec par les maires et par tout le monde présent à cette rencontre-là de nous fournir, puis là, il y a 4 éléments. Premier élément, les données et les résultats des études d'écoulement de puissance. Je pense que vous le savez, là, j'ai fait 30 ans à Hydro-Québec, puis j'ai fait une partie de ce job-là, fait que je connais un petit peu le domaine. Deuxièmement, de nous fournir les résultats des études sur la tension du réseau, parce qu'un des arguments d'Hydro, c'est de dire « Ah, on a besoin d'un poste le plus près possible de la charge, Sutton-Lac-Brome, parce qu'il y a la frontière américaine et puis il y a du développement projeté pour les 50 prochaines années. » Donc, nous, on demande « OK, c'est quoi vos projections de développement? » Parce qu'on ne croit pas qu'il va y avoir un développement phénoménal ici au niveau économique, là. On est un village, on est une villégiature, puis c'est sûr qu'on va vouloir se diversifier un peu plus, mais dans des formes d'industrie qui sont plus de haute technologie ou d'information de la technologie ou dans des projets énergétiques. On veut avoir aussi les principaux éléments de la planification du réseau de distribution. Comment vous allez raccorder? Parce qu'un poste de transport puis une ligne, c'est une chose. Ça amène l'électricité à 120 kV, mais les transformateurs l'amènent à 25 kV, puis après ça, dans la ligne de distribution à 4 kV pour entrer chez vous. Donc, comment ça va se faire, tout ça? Comment on va connecter le poste principal au réseau de distribution? Donc, c'est ces 4 demandes pour nous qui vont nous servir à savoir si est-ce que c'est justifié ou non le fait de rejeter le site qui est acceptable à tout point de vue. Sauf technique, si ce n'est pas leur choix. Le message clair et limpide des maires, c'est qu'Hydro doit donner des réponses détaillées pour justifier ses décisions. Elle doit poursuivre l'effort de concertation avec les autorités politiques des villes concernées et de la MRC, un travail qui est amorcé depuis plus de 2 ans. Ça allait très bien jusqu'à il y a quelques mois. Là, maintenant, oups, on prend une orientation, puis on essaie de nous dire c'est la seule orientation possible. Je ne pense pas que la population aujourd'hui, en 2025, est prête à absorber ça. Je peux vous le dire. C'est sûr que déjà, le maire de Lac-Brome va sortir un communiqué, là, ce qu'on me dit, qui va s'opposer au projet actuel présenté par Hydro-Québec. Donc, ce qu'on dit à Hydro-Québec, le message aussi, faites attention de polariser un débat sans que toutes les données techniques et la justification soient disponibles. Et ça, c'est dangereux, puis c'est un peu ce qui risque d'arriver actuellement, parce que, je veux dire, les gens de Sutton Junction, du coin de Lac-Brome, se sentent interpellés par le projet et donc ont besoin, si vous voulez, d'appui et de collaboration. Je pense que vous comprenez que c'est un sujet complexe, controversé, pas simple à expliquer, mais une chose que je veux vous dire, les maires concernés que j'ai mentionnés, on vous donne l'assurance qu'on va vous informer sur l'évolution du projet. On va faire valoir vos points de vue pour s'assurer qu'Hydro-Québec réalise un projet de moindre impact, tout en précisant, bien sûr, que nous avons besoin, tout le monde, d'une nouvelle ligne et d'un nouveau poste. On ne peut plus vivre actuellement avec la situation actuelle d'un poste à 49 kV, puis une ligne pas solide, puis qui est rendue à sa fin de vie utile, puis que lorsqu'en période de froid, les transformateurs sont au maximum. Ils ne sont même pas à 100 %, là. Ils sont au-delà de 100 %. Donc, ce que je veux vous dire comme message, c'est que vous pouvez compter sur nous si vous avez des problèmes, quoi que ce soit. N'hésitez pas. Moi, j'ai communiqué avec tous les gens qui m'ont demandé des informations. Je suis allé chez des gens rencontrer des citoyens pour leur dire voici ce qu'on est en train de faire. Puis ce soir, c'est un peu la conclusion où on est rendu aujourd'hui, au 5 février. Je vais passer la parole à Linda, qui veut vous parler d'un sujet plus léger, plus joyeuse. Simplement de souligner le fait que pas ce week-end, mais le week-end prochain, c'est la fête des plaisirs d'hiver qui va découler sur 2 jours.
Donc, la soirée du 14, c'est le patin disco. Et puis, l'après-midi du 15, au parc, c'est activités sportives et créatives pour tous les âges. Et le soir même, ou à la fin de la journée, une activité lumière d'hiver organisée en collaboration avec le PENS sur le sentier village montagne. So a fantastic weekend of winter fun. The night of the 14th, a disco skating party at the park. The afternoon of the 15th, our traditional winter festival with all sorts of activities, including making lanterns that you'll then be able to take with you on the winter lights night, the winter lights walk on the Village Montagne Trail. So, heureusement, il y a le petit dépliant, vous avez le code QR pour toute l'information. J'espère bien de vous voir là-bas en grand nombre. Merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? J'ai une question, M. le maire. Sur le dossier Hydro-Québec, j'ai assisté à la rencontre de la table environnementale la semaine dernière comme membre de MECA. J'ai une question que je leur ai posée. Je ne sais pas si vous l'avez validée. Ce qui m'étonne beaucoup, je pense que ce qu'il faut préciser, que les gens ne savent pas, c'est difficile d'évaluer l'ampleur du projet, mais le site qui est projeté, c'est autour du chemin Riddle et Mansville, à Sutton Junction, et c'est le site de transport électrique serait d'une ampleur de 250 mètres par 250 mètres, et la ligne aurait, je ne sais pas trop, 4 à 8 kilomètres, là, de 50 mètres de largeur et des pylônes de 45 mètres de hauteur. Ça a un enjeu, c'est un enjeu majeur sur le paysage. Mais la question que je leur ai posée, leur réponse sur le fameux site là, a été de dire, mais on ne veut pas le positionner à la Sablière, et je pense que votre proposition est excellente, du fait qu'il y a 8 kilomètres de distance à couvrir avec des lignes de là, 120 kV, ou je ne sais pas trop. Là. Non, je pense à des lignes peut-être de distribution, parce que la ligne entre la Sablière, si je choisissais la Sablière, puis Sutton Junction, il n'y en aurait plus de ligne. Elle disparaît, c'est ça que j'ai dit? Oui, mais il y avait l'air... Moi, je dis pas que... moi, c'est pour compréhension. Là, entre la Sablière et l'alimentation Sutton, là, ça créait une difficulté au niveau des pylônes, en tout cas de la transmission. Mais ça, c'est ce qui a été nommé. Puis l'autre chose, c'est comment ça se fait que Hydro-Québec va faire une étude environnementale après avoir choisi le site, alors que le site est situé dans la RCI, c'est-à-dire dans la zone humide, une des zones humides les plus importantes qui alimente le lac d'Avignon. C'est-à-dire que ça touche le ruisseau Wendover, Jackson, Haute-Yamaska, en Marie-Josée. Hein? Alors, moi, cette question-là, moi, je la saisis pas. Comment Hydro-Québec peut se permettre de faire une étude environnementale après avoir déterminé de façon finale un site? Bien, premièrement, le site du poste n'est pas final, il n'est pas déterminé. Oui, mais ils l'ont rapetissé. C'est une option. Là. Ils l'ont rapetissé, Robert. Ben, oui, mais le problème, à un moment donné, c'est que si les maires s'y opposent, à un moment donné, ils ont le choix, effectivement, d'essayer de faire comme à Shefford ou ailleurs, à Granby, puis au bout de la ligne, ils ont changé d'opinion. La mairesse de Granby les a amenés dans un autre corridor. Alors moi, ce que Hydro-Québec nous a dit, puis je pense que Pascal est témoin aussi, il n'y a pas d'emplacement précis actuellement du poste. La question est ouverte. Il y a consultation, information pour essayer de trouver des zones de moindre impact, trouver des endroits. Je pense que c'est ça l'idée. Maintenant, l'étude d'environnement, je pense qu'elle est faite en parallèle, probablement. On n'a pas élaboré sur cette question-là. Là, pour nous, la première priorité, la seule priorité pour l'instant, on n'est pas prêt à discuter d'un poste dans Sutton Junction. On veut avoir des réponses sur la Sablière, sur la 104. Ça, là, c'est notre première étape. On ne va pas, tu sais, c'est comme passer go à un moment donné. Là, on ne passe pas go là, si on n'a pas des réponses là-dessus. Simple, clair et précis. Merci. OK? Je voulais aussi savoir, est-ce que le fait que vous faites des temps nord, vous venez d'annoncer votre course à la mairie? Bien, vous allez voir. Venez à la réunion. Ah, je suis absente, je vais être partie, mais... Est-ce que... On va passer... Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Ça va? Alors donc, période de questions. Allez au micro, madame, puis
Mais madame était là avant vous. Elle a levé la main, s'il vous plaît. Je vais lui donner priorité. Allô? OK. Merci. Est-ce que vous allez pouvoir annoncer à tout le monde la date de consultation publique à laquelle Hydro-Québec avait dit de s'inscrire, je pense, préalablement? Oui. Là, c'était le 26 février, Je pense que c'est le 26 février de C'est mémoire, mais ça. on va, je sais que la Comme la blonde partager, demain le devrait lien. l'informer, puis je pense que Pascal aussi, n'est-ce OK. pas, Pascal? Effectivement, là, je cherchais la date, mais il y a un communiqué de la Ville qui va sortir là, dans les prochains jours. là. Parfait. Je pense qu'il va y avoir bien de monde intéressé pour ça. Mais je crois qu'il faut s'inscrire avant pour y participer. Oui, c'est ça. Moi, je me suis inscrite mais pour que tout le monde puisse y avoir accès avant. Là. Oui, puis on Merci. va le publiciser, effectivement. Excellent. Comme j'ai dit, on a dit à Hydro, on a fait une mise en garde sur, justement, faire attention d'annoncer des projets qui sont pas encore, des décisions qui ne sont pas encore prises. C'est ça. C'est parce que le langage, justement, est important, justement, Oui. quand ils disent, comme Madame, elle mentionnait, c'est comme s'il y avait déjà décidé, comme si c'était fermé, alors que ça ne l'est pas. Donc, il Non, ne c'est faut loin pas de- tomber dans le c'est- piège c'est- du langage. Il y a une autre réunion aussi vendredi à l'Auberge West-Brom, si ça intéresse les gens de Saguenay Junction. Est-ce que c'est public? Pardon? C'est public? C'est une réunion citoyenne organisée par des citoyens qui ont, OK. qui ont creusé beaucoup le dossier jusqu'à maintenant. Hmm. Donc, c'est à West-Brom, à l'Auberge West-Brom, autour de 11 heures. Il faudrait vérifier. Vendredi. Vendredi. OK. Merci. Vendredi Madame, et dimanche, il y a 2 dates, mais dimanche, je n'ai pas là. pouvez-vous mentionner votre nom, s'il vous plaît? Ah oui. Tulassi Lessard. T-U-L-A-S-I Lessard. Merci. Merci. Maurice Richard. Mes premières questions concernent le Villa Châteauneuf. OK? Le lendemain de l'audition qu'il y a eu à la Cour, Monsieur le maire, vous avez affirmé aux journalistes du Devoir, puis je vous cite, « Il promet d'exercer son poids politique pour que la décision rendue mardi soit annulée. Ouais. » Là, vous avez dit le contraire ce soir. Vous avez Non, dit « On va mais- émettre le permis. » Premièrement, j'ai parlé aux journalistes à peu près une demi-heure, puis ça, c'était tiré hors contexte. Et puis, je maintiens ce que j'ai dit ce soir. Ouais. Vous vouliez dire quoi par ça? Il promet d'exercer son poids politique. Je vous l'ai dit dans mon texte, puis venez la semaine prochaine, dans 10 jours. puis- Ben, je ne viendrai pas la semaine prochaine. parfait. Moi, je vais avoir une réponse. ben, ma réponse était dans mon texte. Avez-vous fait ça quand vous êtes présenté aux élections en 2018? Vous servez de votre poids politique? En 2018, je ne me suis pas présenté. Ben, en tout cas, dernières J'étais pas- élections, je me suis présenté en 2021. 2021. Bon, Oui, 2018, je n'étais pas là. OK. Puis moi, je vais vous faire un commentaire, OK? Puis c'est une question aussi. Vous ne pensez pas que c'est vous qui êtes la source du problème avec Villa Châteauneuf? Merci, M. Richard. Non. Je vous Regardez, remercie beaucoup. je vous de votre pose la question. Avant de vous présenter aux élections, là, vous avez mandaté vos éminences grises de rencontrer Victor Marchand, qui est sur le conseil d'administration, pour lui dire de ne pas se présenter pour ne pas être humilié. OK? Ça m'a été dit de source même de Victor Marchand. Fait qu'imaginez-vous pas qu'il va se plier à genoux devant vous. Puis Mme Tousignan, qui est sur le conseil d'administration aussi, à toutes les fois qu'elle venait ici, vous l'avez humiliée puis méprisée à toutes les fois qu'elle posait des questions. Fait que excuse. vous récoltez, monsieur, ce que vous avez semé. Merci. OK? Merci. Pensez pas que c'est les autres qui sont dans le trouble, là. Puis je vous ai demandé une dernière réunion, peut-être la dernière où je suis venu. Avez-vous un estimé de ce que ça coûterait si vous mettez la main là-dessus et mettre ça aux normes? C'est une bâtisse qui a plus que 100 ans. Vous ne m'avez pas répondu. Vous m'avez dit, on est en procédure judiciaire avec eux autres. C'est pas une réponse, ça. D'après moi, vous n'avez même pas d'estimé. Vous embarquez là-dedans les yeux fermés. Puis ça va coûter combien à Ville, ça, en débat Merci judiciaire? de votre commentaire, mais vous ne me connaissez pas, puis vous ne connaissez pas ma carrière. Non, je ne Excusez-moi. connais pas votre carrière, mais je sais que vous avez coûté 160 000 à la Ville quand vous avez contesté la décision de la Ville pour le développement. Puis là, vous êtes prêt à dépenser l'argent de la Ville encore. Ben, OK. M. Richard, si vous voulez parler du cas en appel que j'ai gagné en appel Ah, avec ouais. 24 citoyens de Sutton. C'est ça. La Ville a perdu. La Ville a perdu, puis là, Attendez vous une avez seconde, encore attendez perdu. une seconde, attendez une seconde. Avec notre argent, c'est nous qui avons mis l'argent Ah ouais, personnellement, notre argent. Pas tout Ouais, le monde qui fait ça. Non, OK? mais- On a mis notre argent. La Ville a perdu. Elle a perdu parce que 3 juges de la Cour d'appel ont dit que la Ville n'avait pas raison. Puis que, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça parce que allez lire la cause. La Ah ouais, cause de la mais Cour d'appel, Il Benoît reste que contre ça a la coûté Ville. quand même 160 000 à la Ville, ça. Ben,
Ça, c'est la faute de qui? Ça, vous étiez fiers de ça. C'est la faute de qui? C'est la faute de qui? Vous avez maintenu le débat, puis la Ville a continué. Là, vous êtes après à faire pareil pour Je suis engloutir de très l'argent content, là-dedans. M. Richard, d'avoir protégé les montagnes Ah oui, oui, alors oui. qu'on voulait développer tout le volet résidentiel, de faire des gros méga projets en montagne. On abolissait les zones PAM de protection d'altitude moyenne. On s'est opposé à ça, puis on a réussi à préserver l'intégrité du paysage de Sutton. J'en suis très fier. Que la Ville ait payé pour ses erreurs, c'est son problème tant qu'à moi. OK. Nous, les citoyens, on a mis l'argent nous-mêmes, puis on est allé jusqu'en appel, puis on a gagné ce point-là pour le bénéfice. Quel avantage pour moi, là? L'avantage, c'est d'être maire aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que c'est un avantage, là, remarquez. Mais on a préservé les paysages, puis on a préservé l'identité de Sutton. Et je suis très fier de ça. Puis toutes les personnes qui ont travaillé là-dessus méritent, je pense, des applaudissements. Mais réfléchissez à ça. Tant que vous allez être là, il n'y aura pas rien qui va se faire à Villars-Châteauneuf. C'est vous qui êtes le problème. C'est votre opinion, OK. M. Richard. Deuxième point, votre poste d'Hydro-Québec, là, avez-vous rencontré les frères Person? Moi, Avant de- personnellement, non. Non, vous ne les connaissez pas, les frères Person. Ouais. Moi, je les connais. OK. Premièrement, avant de dire à Hydro-Québec, allez vous implanter là, première chose, c'est d'aller rencontrer les propriétaires. Puis moi, je vous dis, ils ne sont pas faciles à négocier. C'est des gars qui ne se feront pas piler ses pieds. Fait qu'Hydro n'arriveront pas là pour dire on va mettre un poste hydroélectrique site. Là. Bien, moi, c'est pas ce que j'entends, mais en tout cas, Ben, moi, vous êtes, il me semble que la première démarche aurait été de rencontrer le propriétaire. Je ne le gère pas, monsieur. À ma place. Je ne le gère pas, mais c'est élémentaire quand vous voulez proposer un site de rencontrer le propriétaire. Mais moi, je Je ne suis pense pas qu'il- maire, là, mais il me semble que c'est la démarche initiale à faire. moi, je pense qu'il y a des gens qui sont en discussion avec le monsieur. Ouais. Ce n'est pas un projet de Sutton, en passant. Hein? C'est un projet de la MRC. Puis les gens de la MRC connaissent très bien tout le monde qui est impliqué dans ce dossier-là. Vous êtes comme Trump. Vous voulez rembourser à Ah, ben oui. Absolument. Oui, oui, oui. Oui, oui, bien. Cherchez-moi pas. Trump, je trouve que c'est un peu exagéré, quand même. OK. Pascal Rouesquier. Je vous interpelle ce soir, Monsieur le maire, parce que je me sens concerné par la gestion des finances publiques, les finances de la Ville, plus précisément aussi sur votre rapport avec la Villa Châteauneuf. Moi, personnellement, il y a plusieurs mois, je n'ai pas apprécié de vous voir dépenser nos fonds publics pour nous faire parvenir votre lettre d'opinion sur ce qu'un organisme de bienfaisance privée devrait faire ou pas. Ça, c'était la première chose. Quand j'ai reçu ce document-là dans la poste, je me suis dit, bon, ben, ça coûte combien, ça, à la Ville? Plus récemment, vous avez épuisé financièrement cet organisme privé en étirant la remise d'un permis d'occupation sans raison valable, ce qu'un juge vient de statuer. Puis s'il n'y a pas de raison valable, en fait, ça expose la Ville à une poursuite, possiblement, de cet organisme-là. Puis ça, s'il y a une poursuite, bien, ce n'est pas vous qui allez la payer, c'est nous qui allons la payer. Pourtant, vous semblez vouloir vous entêter à poursuivre la querelle avec notre argent. Vous avez perdu à la cour. Moi, ce que je vous demande, c'est d'arrêter de faire de l'ingérence dans un organisme privé aux frais des contribuables. Ce n'est pas votre rôle, puis ce n'est pas digne de votre fonction tant qu'à moi. Donc, ce que je vous demande tout simplement, c'est de vous retirer du dossier, parce que le fonds, donc, comme vous parlez du fonds, bien, ça ne regarde plus la Ville, ça sera entre la Villa Châteauneuf et peu importe qui va prétendre vouloir dire que c'est à eux, peut-être, mais tant qu'à moi, en ce moment, le rôle de la Ville est terminé. Son rôle, c'est d'émettre un permis. Vous l'avez remis très tard. J'espère que vous allez coopérer à partir de maintenant pour que ces gens-là ne poursuivent pas la Ville à nos frais, finalement. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci. J'ai répondu.
ce que j'ai dit, je maintiens. Bonjour, excusez-moi. Jean Grenier, citoyen de Sutton depuis 4 ans. Écoutez, c'est ma première présence ici, première fois au micro également. Mais ce que j'entends ce soir, puis c'est drôle parce que je le prends à l'envers, j'étais venu pour le dossier de la villa, mais je trouve que c'est le même problème, ou en tout cas, peut-être qu'il y a la même solution, c'est celui des communications. J'étais un peu étonné un jour quand j'ai appris qu'il y avait une directrice des communications à la ville de Sutton. Je ne trouve pas ça très gros, mais en 2025, je me dis, oui, c'est peut-être pertinent, mais on devrait peut-être l'utiliser davantage. J'entends par là l'information. Le problème avec Hydro-Québec actuellement, je pense, oui, c'est le fun de faire des séances d'information, mais je pense qu'on doit rapidement mobiliser les gens. Vous avez parlé tantôt de Villa, on veut faire un projet mobilisateur. Bien, il faut tout de suite mobiliser la population. Là, l'information, elle est un peu décousue, puis je suis un peu décousu moi-même, là, alors c'est pas un reproche, mais elle est un peu décousue, c'est difficile à suivre, et je pense qu'effectivement, le problème, c'est qu'une fois que les partis se sont braqués, notamment Hydro-Québec, ça va être difficile de les faire reculer. J'ai utilisé le terme braqué parce que je ne voulais pas utiliser le terme polarisé. Moi, ce qui m'énerve dans le dossier de la Villa, de la Villa Châteauneuf, c'est le discours que vous avez tenu. Je m'excuse, vous l'avez dit à Radio-Canada, l'entrevue a duré 20 minutes, on a résumé en quelques lignes, mais les propos que vous avez tenus à Radio-Canada étaient aussi troublants. En tout cas, moi, personnellement, peut-être que je connais mal ma communauté. Qu'on me dise qu'il y a une certaine crainte dans la population, c'est une chose, mais qu'on ne puisse pas y répondre parce qu'on n'a pas de corps policier, là, je me dis, on tombe un petit peu dans le délire. T'sais, je suis inquiet, en tout cas. Je ne sais pas si la population est polarisée. C'est pour ça, tantôt aussi, le commentaire de Trump, je ne l'aime pas non plus parce qu'il a polarisé la population américaine. Mais je ne pense pas que Sutton soit à ce point polarisé. Je pense qu'on peut faire un débat intelligent autour de cette question-là. Je pense que la personne qui a dit on devrait peut-être s'asseoir, puis ils ne sont pas négociables. Il y a sûrement des gens, des fois ça arrive qu'il y a des gens plus habiles que d'autres pour réouvrir des dossiers de négociation. Mais pour qu'on trouve une voie de passage dans ce dossier-là, où on puisse coexister, cohabiter et trouver peut-être un projet qui sera mobilisateur pour tout le monde. Parce que là, clairement, avec une position comme celle-là, puis c'est ce que j'entends ce soir, on est en train de peut-être braquer les partis dans chacune de leurs positions. Puis là, ça va être difficile de faire un projet rassembleur après ça. Alors, je ne sais pas, on a une ressource en communication, utilisez-les, Monsieur le maire. Je pense que ce serait une bonne façon. Puis un jour, je négociais dans une shop, puis il y avait un journaliste dans cette shop-là, qui est à Radio-Canada, qui s'appelait Jean Dussault, puis il me disait, Jean, tu sais, quand on a un message à passer, il faut avoir un clou. Et on cogne sur ce clou-là. Alors, je ne sais pas, si le message de la ville de Sutton, c'est de dire, c'est notre projet qui devrait être prioritaire, bien, frappons sur le clou de notre projet. Je n'ai pas besoin de faire peur au monde en disant qu'on n'a pas de police pour protéger les gens qui seront dans un centre d'aide pour femmes. Merci. Jean-Roch Leduc. Une question, la sablière est encore utilisée ou est fermée? Je ne peux pas répondre vraiment. Je ne vois pas beaucoup d'utilisation, personnellement, là, quand je passe, mais je n'ai pas... Elle est utilisée. Puis, ce que je comprends de la décision de la Cour, c'est que vous devez donner un permis, puis ils vont mettre la bâtisse aux normes, puis ils vont essayer de l'opérer une couple d'années, je ne sais pas, puis après ça, vous allez reprendre possession de ça. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement, parce que comme j'ai expliqué dans le jugement, en fait, au fond, il va y avoir une discussion pour savoir qui est vraiment propriétaire et ce qu'ils peuvent faire. Puis au bout, quand il va y avoir une décision là-dessus, bien, je veux dire, si la Villa Châteauneuf gagnait, par exemple, alors il pourrait probablement faire le bail. Puis là, bien, s'il veut faire un don puis encore une préemption, la Ville qui sera là à ce moment-là pourra égaler cette offre-là. Juste terminer. S'ils perdent, normalement, selon les documents actuellement, c'est que lorsqu'il y a dissolution de Villa Châteauneuf, parce qu'ils ne font plus de charité, ils ne font plus de retraite, ça s'en va au diocèse de Saint-Hyacinthe. C'est pour ça que, par rapport je l'ai dit aux dernières rencontres, ce n'est pas la Ville qui poursuit, en passant, là. On est poursuivi là-dedans. Et ceux qui poursuivent, c'est le diocèse de Saint-Hyacinthe. Parce que le diocèse, ultimement, c'est eux qui bénéficieraient de la propriété s'il y avait dissolution, s'il y avait un jugement en cours qui dirait, ben non, la villa, il faudrait qu'elle soit dissoute, puis à ce moment-là, ça s'en va au diocèse. La propriété, ça ne s'en va pas à la ville, ça s'en va au diocèse de Saint-Hyacinthe. Wow. Je vais tout expliquer ça dans du jour, qui est un dossier très complexe, très compliqué, puis avec les faits, et non pas juste les perceptions sur
il y a de l'argent qui est dépensé à droite à gauche. Nous avons dépensé de l'argent comme avocats, strictement, pour se défendre contre des demandes qui ont été faites par OK. d'autres Parce parties. que ce que je disais tantôt, ça semblait dire, vous devez accorder le permis d'occupation pour la passerelle, mais là, s'il faut mettre 100 000 ou 200 000 pour remettre la bâtisse à niveau, et plus peut-être, puis que ces gens-là font ça, puis après ça, ils perdent, ça n'a pas de sens. Là. Ils ne devraient pas engager ces argents-là. Ben, probablement, mais non, Non. c'est sûr. Mais... Bon, ça va? Alors, nous allons passer au point, on va aller, je pense, assez rapidement. Le point 6.1, c'est un avis. Excuse me. I don't want to go over there. Let's get something straight. You're not mentioning whoever was talking before. There is a legitimate, very legal contract which is currently being in default for 3 years with Villa and with the foyer. They have been non-compliant for 3 years. I am the person who has the right to say, I find the activity that you want to put in that building inappropriate. Finished. Mrs. Dyer. Then, no. Just Then wait, there just are wait. 2 other people involved. There is the Foyer de Charité in France. There is the Diocese in Saint-Hyacinthe, all of whom have some input, and they have court cases going on. This is ridiculous that people in this room who know nothing, who are not privy to the contracts, to the documents, to the history, to stand here and pontificate and try and second guess the resolution that was legally made by this council a year ago. It has gone to the government of Quebec and been approved. Mrs. You Dyer. need to just stop. Mrs. Dyer, I invite Sorry, you. I've had enough. No, I know. I've had enough. But I've had enough of the bad press. I mean, this is awful. Listen, I am 80 years old, and I'm getting this trash in the newspaper. Mrs. Dyer, No, please come I'm in. leaving. Okay. This is a first. You people have no class. You're ignorant. Bon, alors, voilà. Nous allons essayer de prendre ça calmement. On va passer dans un sujet qui est, justement, on va parler d'alarme et d'incendie. C'est un sujet, c'est bien, Jonathan, tu as bien fait de le mettre tout de suite après. C'est un beau lien. Alors, c'est un avis de motion pour un règlement qui va modifier le règlement de sécurité incendie pour modifier la facturation associée à une alarme non fondée. Alors, qui donne l'avis de motion? Une personne? Linda? Graham? 6.2, on va expliquer le dépôt du projet de règlement. C'est que, tout simplement, il y a énormément de fausses alarmes. Et ça coûte beaucoup d'argent. Pascal? En 2023, il y a eu 48 fausses alarmes. En 2024, il y a eu 54 fausses alarmes qui génèrent des coûts qu'on peut estimer à 1 000 $ par fausse alarme. Donc, c'est entre 48 et 55 000 $ annuellement pour mobiliser notre personnel, pour aller répondre à des interventions où réellement il n'y a pas d'intervention. C'était une fausse alarme, sans parler des risques causés à la population, là, nécessairement. Donc, c'est vraiment une problématique qu'il faut régler. Autant au niveau du ministère de la Sécurité publique, au niveau des MRC, il y a des orientations qui poussent les villes à prendre des actions pour réduire ces fausses alarmes-là. On avait pris des actions dans le passé et donc aujourd'hui, on adopte un premier projet de règlement pour venir modifier et venir s'assurer, en fait, que le montant total de la facture jusqu'à concurrence de 1 000 $ soit facturé aux citoyens qui est responsable de cette fausse alarme-là, et ce, dès le premier événement. Donc, anciennement, il y avait une espèce d'amende qui était donnée au deuxième événement. Maintenant, bien, c'est vraiment une facture
importante dès le premier événement. Donc, on se fie sur le fait que les gens vont mieux gérer leur système d'alarme. Et vous aurez tous une notice dans votre compte de taxes cette année qui va faire un rappel à cet effet-là. Donc, on veut vraiment que les gens se disciplinent ou disciplinent leur système d'alarme, là. Donc, l'idée est clairement pas de faire de l'argent avec ça, mais de réduire les dépenses encourues. Monsieur Martin? Monsieur Smith, est-ce qu'il n'y a pas eu un changement aussi au niveau du gouvernement, au niveau de l'appellation, à savoir qu'avant ça, on envoyait, nous, la ville, un camion, un éclaireur, voilà le terme, un éclaireur, pour aller voir quelle était vraiment la cause du feu. Est-ce que c'est un gros feu, un petit feu ou une fausse alarme? Maintenant, on est obligé d'envoyer, si j'ai bien compris, tous les pompiers en même temps, les camions, on vient de doubler, tripler les coûts juste. Puis ça, c'est une réglementation du ministère qui nous est imposée depuis l'année passée, cette année? Tout ça est en débat. En fait, effectivement, le ministère nous oblige à adopter régionalement, là, avec la MRC, un schéma de couverture de risque qui prévoit cette obligation-là, effectivement, qu'on doit envoyer ce qu'on appelle, nous, la force de frappe. Là, on doit envoyer 10 pompiers sur un alarme, que ce soit un feu confirmé ou que ce soit une fausse alarme. On doit envoyer 10 pompiers, 3 camions. Donc, ça nécessite effectivement des coûts. La pratique que la Ville de Sutton faisait anciennement, effectivement, c'était de dire, nous, on envoie quand c'est une fausse alarme, parce que je pense que c'est important de rappeler que des fausses alarmes comme ça, si je prends l'opinion de Don Miro, qui est notre directeur du service de sécurité incendie, qui est à la Ville depuis plus de 25 ans, en aucun cas une alarme qui est entrée d'un système de sécurité automatisé s'est avéré être un incendie confirmé. Quand on reçoit sur les pagettes, on retourne dans le passé, quand on reçoit sur nos cellulaires les appels, on va voir que c'est un incendie confirmé. Si c'est un incendie confirmé, OK, on envoie la force de frappe, mais si c'est une alarme automatisée, à ce moment-là, on envoyait un de notre personnel pour aller voir s'il y a réellement un feu. Là, OK, on appelait la cavalerie, mais c'est jamais arrivé. Sinon, le pompier allait sur les lieux, parlait avec la personne. La personne a brûlé ses toasts. OK, voilà, le problème est réglé. Les nouvelles orientations gouvernementales ne prévoient pas ça. Maintenant, puisque tout est plus compliqué, les orientations gouvernementales en vigueur actuellement prévoient que on doit envoyer la cavalerie complète. Toutefois, il existe présentement des orientations gouvernementales, point de vue sécurité publique, qui prévoient complètement le contraire, en fait, qui prévoient la même chose que nous, on plaide depuis fort longtemps. Toutefois, c'est des orientations qui ont été déposées, mais qui n'ont pas été adoptées encore par le ministère. Donc là, on se dit, OK, on nous oblige à faire quelque chose que tout le monde sait qui ne fait pas de sens, mais parce que présentement, les orientations en vigueur prévoient ça. Donc, c'est quelque chose auquel on s'oppose. Mais dans tous les cas, le but, c'est de réduire les alarmes. Peu importe combien de personnes on envoie, si on envoie une personne, c'est une personne de trop quand quelqu'un a brûlé ses toasts. Donc, l'idée, c'est vraiment de réduire ça à la source. C'est ce qu'on fait par l'adoption de ce règlement-là. Proposeur secondaire, M. Martin, est-ce que vous proposez? Secondaire, M. Blain. Ça nous amène à est-ce que c'est une journée ou une semaine? C'est des journées, je pense, des journées de la persévérance scolaire, puis je pense que c'est un dossier très important. C'est fondamental, l'éducation, pour nous, comme société, je pense, et il y a différentes manifestations. Nous allons voir un drapeau, qu'on va hisser le drapeau de la persévérance scolaire. Qui veut en parler? Outre de dire que nous allons glisser sur le drapeau sur les mâts de l'Hôtel de Ville, j'ai pas grand-chose à dire sur le sujet. Évidemment, on ne peut pas être contre la vertu et la persévérance scolaire, c'est très, très important. Donc, on va joindre le mouvement de municipalité qui hisse le drapeau et on adopte une résolution aujourd'hui en faveur de la persévérance scolaire. Et je vais rajouter un élément dans les faits. Ça fait partie de la résolution. Puis je pense que c'est le bout le plus important, c'est d'encourager, de féliciter publiquement, dans le fond, les jeunes citoyens de la ville de Sutton pour leur persévérance scolaire. Voilà. Parfait. Proposeur secondaire, Mme Graham et M. Pavilanis. Oui, absolument.
C'est aussi un excellent moment pour rappeler à toute la population que grâce aux efforts de notre centre d'action bénévole, il y a un programme qui s'appelle Aide aux devoirs. Et on voit à l'intérieur de la résolution le fait que chaque adulte peut jouer un rôle fondamental pour motiver les jeunes et favoriser leur persévérance scolaire. Et puis, il y a une façon concrète. Donc, on peut devenir membre de l'équipe Aide aux devoirs. Ce n'est pas nécessaire d'être une enseignante. Même moi, je ne suis pas capable de faire l'aide aux devoirs. Donc, on travaille avec des jeunes juste 1 heure par semaine. Vous également, messieurs, n'est-ce pas? C'est vraiment une façon concrète et un besoin de plus de bénévolat, autant côté français que côté anglais. So for English-speaking people in particular, we really need more volunteers to join the homework help program at our elementary school. It's 1 hour per week. It's really worth it. So I do encourage you. Et ce que je peux dire, c'est que pour avoir parlé à certains jeunes, les jeunes adorent la relation qu'ils peuvent établir avec la personne qui vient bénévolement pendant 1 heure, effectivement. Et aussi les professeurs qui aident beaucoup, effectivement, parce que c'est très difficile la tâche d'enseignant aujourd'hui. Je vais le permettre. Généralement, on attend, mais ce soir, étant donné les circonstances. Je pense que c'est important de mentionner qu'il y a 45 bénévoles actuellement qui aident justement nos jeunes à l'école. Des bénévoles qui viennent au centre d'action bénévole et qui aident ces jeunes-là. C'est quand même important de le signaler parce que ça a augmenté beaucoup d'année en année. On pense que ça va augmenter encore le nombre de bénévoles pour l'année à venir. Oui. Donc, malgré le fait qu'on a déjà 35, on a besoin de encore plus. Donc, est-ce qu'on avait... oui, je pense que oui, hein, c'est fait. Donc, ça, c'est fait. Est-ce qu'il y a des commentaires? Ça va? Dépôt du rapport, c'est un dépôt sur les dépenses autorisées. Dépôt du rapport des paiements effectués. En 9.2, un dépôt également. 9.3, c'est l'examen et approbation de la liste des comptes à payer. Qui a regardé chacune des dépenses? Mme Graham est habituellement... Oui. Et secondé par? M. Martin. Urbanisme, comme je l'ai dit au départ, on n'a aucun sujet cette semaine, mais là, il y a plusieurs sujets qui vont venir à l'ordre du jour du prochain CCU à la fin du mois de février. Donc, aux prochaines réunions en mars, nous allons avoir des projets. Travaux publics et mobilisation, il y a effectivement plusieurs dossiers intéressants. Le premier, c'est l'acceptation de la réception provisoire des travaux de libération pour le projet de 2 groupes électrogènes qui servent finalement à donner une sécurité énergétique pour pour l'aqueduc, en fait. Alors, je ne sais pas, Pascal, Jonathan, vous voulez en parler? On va simplement se contenter de dire que c'est la libération de la retenue de 5 donc c'est un montant de 27 269,89 $. Évidemment, comme M. le maire l'a mentionné, pour nous, ce qui est important, c'est de s'assurer que toutes nos infrastructures d'aqueduc soient protégées par des génératrices pour s'assurer de pouvoir continuer à donner de l'eau potable aux gens en cas de panne d'électricité. Oui. Mme Auclair et, secondaire, Mme Lebel. 11.2, c'est le décompte progressif dans les ponceaux modes. Le ponceau mode, c'est le chemin réel, là, les travaux gigantesques, herculéens qui ont été menés cet été pour amener un ponceau immense, finalement, pour gérer l'eau qui vient du lac Mode et tout le reste. Proposeur secondaire, M. Martin, M. Pavillanis, M. Fortin, est-ce que vous voulez donner aussi? Parce que c'est un projet, ça, qui était compliqué, qui a été accepté avec, finalement, une proposition, une soumission très basse. On s'est aperçu qu'il y avait une ampleur des travaux à réaliser. Oui, bien, on a annoncé déjà par le passé qu'il y aurait des extras. Oui. Les extras ne sont pas en lien avec le fait que la soumission est à basse. C'est la situation sur place qui a nécessité certains travaux que n'importe quel autre soumissionnaire n'aurait pas pu prévoir. Nous sommes dans cette espèce de négociation-là, à savoir combien seront les extras. Dans tous les cas, on va respecter,
devrait être en bas du deuxième soumissionnaire malgré tout. Et on va respecter clairement notre règlement d'emprunt, donc il n'y aura pas d'enjeu là-dessus. Donc pour l'instant, c'est le dernier, entre guillemets, décompte progressif avec une réception provisoire, partielle des ouvrages. Et là, il va rester à closer les extras et par la suite, là, on va pouvoir fermer le dossier comme tous les autres dossiers. J'avais une question aussi. On avait parlé aussi qu'il va y avoir des extras, puis il va y avoir aussi des pénalités à ce moment-là. Il va y avoir une balance là-dedans? Tout ça fait partie des négociations avec eux, mais oui, il y avait certains délais qu'ils devaient respecter. Ils ont dépassé certaines dates limites et autres. Donc, à travers tout ça, c'est quoi la faute liée au terrain par rapport au délai versus leur propre faute d'avoir commencé peut-être un peu trop tardivement et autres. Donc, tout ça fait partie des négociations. Proposeur secondaire, M. Martin, est-ce que c'est satisfaisant? Vous proposez? J'ai déjà M. Martin et M. Pafilanis. Ah, parfait. Excellent. Contrat pour un balai mécanique maintenant, qui est un avantage aussi, parce qu'autrefois, c'était le ministère des Transports, je pense. Non, le balayage mécanique, nous, on le faisait à l'interne, pas à l'interne, excusez, à l'externe. C'était des contrats qui coûtaient environ là, 25 000 à peu près là, par année, et même un peu plus des fois. Et donc, c'est l'achat d'un balai mécanique qu'on va pouvoir installer sur un de nos véhicules, qu'on va pouvoir faire à l'interne. Le balai mécanique va coûter 50 000 donc faites le calcul. En 2 ans, on est rentré dans notre argent. Et aussi, là, ça va être pratique, là, plus efficace, pas attendre après autre. Puis le MTQ, on va être en mesure aussi de faire du balayage sur les rues du MTQ plus rapidement, surtout avec les vélos, là, que ça cause des problèmes lorsqu'on attend trop. Proposeur secondaire? Est-ce qu'on a un proposeur secondaire avant M. Pavilanis et Mme Graham? Oui. M. Fortin, juste pour clarifier, le coût du balai, c'est une chose. Dans vos analyses, est-ce qu'éventuellement, on est en mesure d'estimer au niveau des ressources humaines, au niveau du coût total de cet entretien? On n'a pas le calcul exact, mais ça va prendre environ, ça prend quoi, 1 ou 2 journées, là, puis ça fait partie du travail quotidien de nos employés, là. Merci. Parfait. Donc, oui, Mme Graham, allez-y. Une autre clarification. Vous avez mentionné que les routes qui appartiennent au MTQ, est-ce que c'est nous qui vont faire ça également? Et est-ce officiellement, que c'est le MTQ qui est supposé de le faire. Parfois, quand ils prennent trop de temps, ça se pourrait qu'on décide de les aider. Ouais. OK. Et puis, est-ce qu'on les envoie une facture? Ouais, on va essayer. Non, c'est pas une blague, parce que je sais que dans le passé, on a fait les réparations de nids de poules. Je vais me permettre la réponse. Anciennement, la ville de Sutton, on avait un mandat qui nous était donné par le MTQ. Nous faisions le balai avec un sous-traitant, évidemment, parce qu'on n'était pas équipés, et on refacturait le MTQ. Maintenant, les coûts des sous-traitants ont augmenté et le MTQ, eux, ont resté au même tarif. Évidemment, le MTQ passe beaucoup plus de balais à la grandeur du Québec, donc ont des prix plus compétitifs. Eux, c'est négocié avec des sous-traitants que nous. Donc, eux avaient plafonné leur remboursement. Ça nous coûtait plus cher de passer le balai pour le MTQ que ce qu'on recevait. Donc, on a cessé cette pratique-là en disant au MTQ, reprenez le contrat puis occupez-vous-en. Ça fait peut-être 2 ou 3 ans, là. Dès la première année, on a quand même vu une baisse assez importante du service et le balai passait très, très tard en saison estivale. En fait, en saison printanière, voire quasi estivale. Et on a fait des représentations au MTQ en ce sens-là. Donc, effectivement, maintenant, s'étant équipé d'un balai, ça va nous permettre de faire notre propre balai, donc plus rapidement en saison. On est en discussion avec le MTQ à savoir est-ce qu'on va reprendre le contrat du MTQ pour nous le faire avec notre balai et obtenir le même remboursement qu'on recevait anciennement, qui ne valait pas la peine parce qu'on devait engager quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui qu'on a une machinerie, bien, ça va nous permettre de rentabiliser encore plus vite la machinerie. Les contrats qu'on donnait annuellement, excuse-moi Jonathan, c'était plus de l'ordre de 45 000. Il y avait 2 contrats qu'on donnait. Il y en avait un pour les stationnements puis un pour les rues. Puis les rues étaient 25 quelques, puis l'autre était plus 15-20. C'est sûr que le balai qu'on a acheté, c'est pas le même type de balai qui passe généralement. C'est pas vous verrez pas un véhicule.
Oui, c'est Yvan, c'est notre directeur des travaux publics. Non, vous ne verrez pas un véhicule lettré de la ville de Sutton qui passe là, un balai. Ça va être vraiment un balai sur le bucket du tracteur. Là. Donc, ça va faire un travail, il n'y a aucun doute, ça va faire un bon travail. Mais oui, il y a un balai et il y a de l'eau qui est projetée pour s'assurer que ça n'aille pas partout. Donc, c'est vraiment une belle bébelle, là, une belle pièce d'équipement qui va nous permettre de faire un bon travail. C'est un balai, bon, évidemment, il y a les brosses du balai à changer. On me dit que c'est quelque chose qui devrait coûter entre 5 et 7 000 à tous les 2 ans, 2-3 ans. Mais assurément qu'on va être en mesure d'offrir un meilleur service à la population. Madame Auclair, Oui, j'aimerais ajouter un élément. Il y a une autre période de questions dans quelques minutes. Bien, le fait de pouvoir procéder plus tôt en saison, au printemps, c'est sécuritaire pour les cyclistes aussi. Parce que quand on se promène sur les rues principales, quand il y a de la poussière, quand les rues ne sont pas bien nettoyées, c'est glissant, c'est dangereux. Merci. Oui, ça me permet de dire, une de mes préoccupations particulièrement, c'est les nids de poules sur la rue principale. Hein? Puis ça fait longtemps. Puis même le ministère des Transports, suite à nos interventions, ils sont venus les remplir. Je pense qu'ils faisaient moins 20, entre autres. Puis ça n'a pas tenu très longtemps. Mais je peux juste vous dire que c'est une préoccupation. Puis je pense que, Pascal, c'est le mot qu'on passe avec les travaux publics, là, de questionner puis de demander finalement des travaux le plus rapidement possible pour régler les problèmes de nids de poules. Ça va? Est-ce qu'on a pris... là, j'ai été... Oui, ça vous va? Dépôt du procès-verbal, c'est un dépôt du comité mobilité. 12.1, c'est des immeubles en défaut de paiement. Quand j'ai regardé la liste, est-ce que je me trompe de savoir qu'il y en a plus cette année que normalement? Pas nécessairement. Il y a, premièrement, il y a certains, vous avez des... Là, on n'a pas extirpé ça, mais d'habitude, on enlève de la liste que vous recevez des petits coins de rue de terrain que par la rénovation cadastrale, le propriétaire est comme inexistant, entre guillemets, puis qu'ultimement, il va falloir régulariser la situation puis aller le chercher. Mais il y en a quand même beaucoup, sauf qu'à chaque année, dans la liste initiale, il y en a beaucoup. On envoie des lettres et vous voyez, là, quand on arrive au mois de juin pour faire la vente pour taxe à la MRC, l'année passée, il y en avait 2 ou 3 de mémoire. L'année d'avant, il n'y en avait pas. L'autre année d'avant, il y en avait 3. Donc, les gens payent par la suite. Là. C'est possible, je n'ai pas calculé. Est-ce qu'il y a une proposition secondaire ou pas? Oui, j'ai besoin. Non, et j'en ai besoin. Non, j'en ai besoin? Non, il n'y en a pas. Oui, j'en ai besoin. Ah, OK. Madame Lebel et M. Blain. On passe aux loisirs, vie communautaire culturelle, ça va être rapide. Embauche de la chef sauveteuse pour la saison 2025 déjà. Puis je pense qu'on a des bonnes nouvelles de ce côté-là, n'est-ce pas? Oui, il s'agit de Rebecca qui revient pour la 2e année comme chef sauveteuse, mais qui était une sauveteuse pour nous depuis plusieurs années avant ça. Proposeur secondaire? Mme Lebel, Mme Graham. Tenue de plaisir d'hiver, on en a parlé. Mme Graham en a parlé tantôt. Proposeur secondaire? Oui, bien sûr. M. Blain. Second. 13.3, c'est le dépôt du procès-verbal du comité consultatif sur la qualité de vie. C'est sûr que là, c'est la prochaine étape. On veut travailler là, sur un autre projet avec le comité consultatif. Donc, c'est leur dépôt. 14.1, c'est démission d'un pompier. Jonathan? Oui, il s'agit de M. Patrick Champagne là, qui démissionne pour des raisons personnelles. Parfait. Évidemment, on le remercie pour son implication. Proposeur secondaire? Oui. Mme Lebel, Mme Graham. Autorisation pour l'inspection des camions et des appareils respiratoires. Proposeur secondaire? M. Pavilanis et M. Martin. Est-ce qu'il y a des commentaires? Attribution d'un contrat pour la fourniture et l'installation de valves. C'est assez général. Les valves, qui va prendre la relève? Donc, je vais prendre la relève. Effectivement, donc c'est des valves électroniques qui doivent être installées sur les camions de pompiers. Donc, pour fin de sécurité, présentement, on a certains de nos camions ont des valves électroniques qui permettent qu'à même la centrale, le poste de commandement sur le camion, il y a des valves qui nous permettent d'ouvrir et fermer certains éléments. Demandez-moi pas lesquels, honnêtement, je ne pourrais pas vraiment vous répondre. Là. Oui, c'est pour gérer de l'eau.
Toutefois, on a encore des camions sur lesquels c'est des valves manuelles. Le hic avec ça, c'est que les valves sont de l'autre côté du camion. Donc là, la personne qui contrôle les valves doit faire le tour, aller faire ça dans l'urgence avec souvent des conditions précaires. Donc là, on fait l'installation de valves sur des camions qui n'en ont pas actuellement. Donc c'est une question surtout de sécurité au niveau de notre personnel. Proposeur secondaire, Mme Auclair, M. Pavillanis. Ça nous amène à la deuxième période de questions. Madame, si vous voulez poser encore votre question. Est-ce que vous voulez venir au micro, s'il vous plaît? Bien, je ne veux pas avoir l'air trop pointilleuse, là, mais je ne sais pas trop si c'est le MTQ ou si c'est la ville de Sutton qui s'occupait des travaux sur Western. C'est la ville. C'est la ville, OK. Oui. Bien, c'est ça. Je trouvais que il y avait une grande portion de gazon qui était là avant, qui avait été enlevé, arraché, puis un gazon comme artificiel qui avait été rajouté après. Puis je trouvais ça comme désolant parce que c'est un gazon qui est comme monoculture un peu. Puis ça enlève la diversité, dans le fond, des plants qui sont là. Puis je ne sais pas s'il y aurait une autre façon comme de mettre du foin ou de la paille de culture locale. Comme ça, bien, ça préserve la diversité. Je sais que ça a l'air pointilleux, là, mais c'est des choses que je vois. Là. C'est une question. Ça coûte probablement moins cher aussi juste de mettre de la paille et d'attendre que ça repousse. Toutes les questions sont bonnes, là, puis je ne sais pas qui peut... Je vais simplement répondre parce que honnêtement, moi, je ne l'ai pas vraiment constaté. Là, j'entends ce que vous dites. Généralement, d'expérience, parce que on va se le dire, des terrains, des emprises... En fait, c'est l'emprise municipale, mais sur le terrain des gens. Là. C'est dans la devanture des gens, mais c'est l'emprise municipale. Mm-hmm. Et de l'emprise municipale, bien, les villes, on en abîme, là, nécessairement dans le cadre du déneigement. Souvent, on abîme de l'emprise dans le cadre de travaux comme ça. Et généralement, les propriétaires qui ont eu une portion de ce qu'ils appellent leur terrain, là, bien que ce soit celui de la ville, abîmé, exige qu'on remette du gazon. Donc là, il y a un arbitrage à faire. Là, j'entends ce que vous dites, on va pouvoir le réfléchir, là, mais généralement, c'est des demandes des propriétaires. Là. Bien, c'est-à-dire que suite à la paille qui est déposée, ça repousse, puis là, quand on coupe, bien, ça fait du gazon. C'est juste que c'est du gazon avec des semences plus variées. Là. C'est plus ça que je veux dire. Je vous entends. On va regarder ça. Puis là, évidemment, je ne sais pas à quelle maison vous référez, là, mais il y a certains aménagements paysagers qui ne sont pas tout à fait terminés. Ils vont se faire l'été prochain. Okay. Donc, je ne dis pas que dans votre cas, c'est ça, là, mais c'est une possibilité aussi. Moi, je regardais en général, je ne vis pas là, mais je regardais en général, je trouvais que le gazon posé avait quasiment l'air du plastique. J'étais comme, c'est désolant. On est quand même dans un endroit où est-ce que c'est la campagne, puis que c'est important. Là. Juste pour répondre, le CCE a eu des discussions autour de ça. Le comité consultatif en environnement, on a eu des discussions en lien avec un responsable en urbanisme et je pense que l'équipe regarde différentes possibilités de semences ou des semences multiples pour différents endroits, peut-être pas nécessairement sur les terrains des citoyens, mais pour des parcs ou en tout cas, c'est regardé. Je vais faire un peu de pouce là-dessus parce que c'est un projet, vous le savez, là, que ça fait longtemps que je parle de ça, puis ça me tient à cœur. On va commencer un programme de pelouse alternative, là, de couvre-sol alternatif. Donc, l'idée va être de progressivement avoir... Bon, c'est sûr qu'on ne parle pas des terrains sportifs, des plateaux sportifs, mais les autres terrains de la ville, de plus en plus, on va vouloir peut-être retirer le gazon et mettre des couvre-sols alternatifs qui nous permettraient d'avoir moins d'entretien, pas de tonte de gazon, donc c'est mieux pour les gaz à effet de serre, etc., réduire l'arrosage. Donc, on s'en va vers ça. Et dès cet été, vous allez voir des terrains qui vont être comme projet pilote avec des couvre-sols alternatifs. Oh, okay. Mais je pense que ce que vous décrivez, tout l'assis, pardon, mais je pense que c'est une forme de treillis pour retenir les semences qui ont été mises en place. OK, ça, c'est où est-ce qu'il y a les stationnements, là, je pense que vous parlez, là. Moi, je parlais vraiment sur le bord, dans le fond, des trottoirs qui ont été refaits, là. Il y a vraiment comme, je dirais, peut-être 1 mètre de largeur environ là, de gazon qui avait été arraché, bon, pour des questions qu'on comprend. Mais après ça, ce qui était mis en place, c'était comme, ça faisait contraste avec le reste. Bon, peut-être que ça va finir par se mélanger, mais
Je pense que c'est des choses qu'on devrait prendre plus conscience. Avec le temps, qu'est-ce qu'on remet après? Là, est-ce que ça remplace vraiment la qualité de ce qui était là avant? Il faut aussi noter que l'emprise, je vous dirais qu'on l'a pris à sa pleine largeur. Donc, quand le trottoir arrête, on se ramasse chez le privé. Fait que, comme Pascal disait tantôt, il y a des discussions avec les propriétaires, puis il est fort possible que les propriétaires aient juste dit « mettez du gazon », puis that's it. OK. Oui, c'est ça. C'est la qualité du gazon, je parle. En tout cas, ben c'est ça. Je dis j'ai l'air pointilleuse, mais en tout cas, c'est des choses que je remarque. Il y a aussi dans mon coin, dans le domaine Hivernon, je ne vais pas aller trop loin, être trop long avec toutes mes affaires, mais c'est important. Profitez-en, madame. OK, oui, c'est ça. Dans mon coin, dans le domaine Hivernon, les routes sont tellement largement comme pelletées que des fois, ça va tellement loin qu'on marche puis on s'enfonce. Fait que, ça pourrait comme... comment dire... comme les voitures pourraient reculer trop puis s'enfoncer dans le fossé parce que c'est tellement ratissé large au niveau du pelletage, premièrement. Puis deuxièmement, c'est que ça ne laisse pas de place du tout, pour marcher. On rate tout le temps de tomber parce que c'est tellement comme à ras le sol. Je ne sais pas si ça serait quelque chose de possible. Je ne connais pas vraiment ça. C'est pas moi qui pelle, là. Mais, je ne sais pas, d'en laisser un peu, peut-être 2 pieds de large sur les rebords pour qu'on puisse... je sais pas moi, juste marcher ou se donner un peu plus de savoir où se trouve le fossé. Je ne sais pas s'il y a des commentaires là-dessus. Peut-être. Puisque j'ai un commentaire sur tout, je vais me permettre de le faire. La ligne, elle est mince entre trop déneigé, pas assez déneigé et... c'est sûr qu'en début d'année, on va avoir tendance à déneiger beaucoup plus large, surtout dans un milieu comme Sutton où de la neige, il y en a quand même beaucoup plus qu'ailleurs. Là. Donc, on déneige plus large pour qu'à la fin de la saison, on soit encore capable de déneiger. Et vous allez voir, à la fin de la saison, il devrait en avoir quand même moins large. Mais j'entends votre commentaire, puis soyez assurés que c'est un commentaire qui revient, autant ici que dans d'autres municipalités où j'ai été. Okay. Les gens constatent toujours que les travaux publics déneigent trop large, mais il y a quand même une raison pour ça. OK. Je ne sais pas si c'est possible. Est-ce que c'est possible pour le déneigeur de lever la pelle un peu ou bien non, hein, c'est ça, c'est tellement lourd. OK. Bon, moi je le sais. Là, je ne sais pas si ça a lieu, mais en tout cas, on trouve qu'il y a beaucoup de comme une augmentation de personnel qui travaillent à la ville. Est-ce que ces personnes-là sont tous à temps plein ou, parce qu'il y a de plus en plus de personnes, comme au niveau urbaniste, il y en a vraiment plus, il y a une augmentation, puis on voit une augmentation de nos taxes. Est-ce que ça a un rapport, une corrélation entre les deux? L'augmentation des taxes cette année, on est probablement la ville, probablement à travers le Québec, qui est l'une des plus basses. Hein? Okay. C'est en bas de 2 %. C'est à peu près entre, je dirais, 1,2 puis 1,3. Là, c'est difficile de calculer, parce qu'il faudrait calculer le nombre, mais c'est une réduction de taxes en montagne, actuellement. Il y a moins 1 %, grosso modo. Okay. Dans le village, ici, c'est 1,3 et à l'extérieur, je pense que c'est autour... C'était 1,19 au village et 1,3. Exactement. Alors, on est... Maintenant, sur l'augmentation, ça fait partie de la désinformation, parce que quand on regarde le nombre de personnes depuis... On a augmenté à ce moment-ci, souvent, on a augmenté le personnel, mais on a diminué d'autres postes à un moment donné, ou des postes temporaires, comme par exemple le poste de la greffière adjointe actuellement. Il y a eu... peut-être tu peux en parler, là? Bien, en fait, je peux vous dire d'ores et déjà qu'on peut compter, moi je suis ici depuis 2021, les créations de postes, je peux les compter sur une main. Là. Donc, on lit des choses aussi sur les réseaux sociaux qu'on dit, OK, clairement, il y a de la fausseté dans ça. Je pense que c'est évident que la ville de Sutton était, donnez-moi l'expression, mais sous-staffée. On avait des manques et ça se répercutait dans le service aux citoyens. Donc, particulièrement en l'urbanisme, c'est vrai, on a deux employés de plus à l'urbanisme qu'anciennement, peut-être même 3. Et honnêtement, on pourrait en avoir d'autres et ils seraient occupés à très temps plein. Okay. Donc, j'ai vraiment aucune hésitation là-dessus. Ce que M. le maire mentionnait, bon, évidemment, le poste de greffière adjointe qu'on a ouvert récemment, c'était un remplacement d'un poste qui existait déjà. Il y a eu une réorganisation et on a aboli un poste pour créer un poste, effectivement. Donc, c'est sûr qu'on suit aussi le besoin de la ville, où est le besoin. Mais si on regarde la masse salariale de la ville de Sutton versus les masses salariales de villes comparables, on est encore souvent plus d'1 million plus bas
en masse salariale à la ville de Sutton que dans des villes comparables. OK. Bien, merci pour votre moi, réponse. ça me permet, j'ai un background en finance, j'aime parler de finance, vous me donnez l'occasion. OK. Parce que Sutton, actuellement, les gens disent, en 2012, c'était 12 millions. Puis aujourd'hui, c'est terrible, là, c'est 16 millions. Bien, si vous prenez 12 millions puis vous allez sur le site de la Banque du Canada, c'est quand même pas des gens qui sont biaisés, là. Et si vous mettez 12 millions en 2012, qu'est-ce que ça va vous donner comme chiffre? 16 millions. Aujourd'hui, en dollars 2025, aujourd'hui. OK? Alors, l'autre point de comparaison, c'est quand on se compare avec des semblables, des villes qui ont des profils similaires. Lac-Brome, ils ont à peu près même nombre, autour de 8 000 habitants. Ils en ont à peu près 6 000 permanents, puis ils en ont 2 000 à 3 000 résidentiels. Nous, c'est 4 500 permanents, et c'est les résidences secondaires, ici, c'est à peu près équivalent. Donc, on arrive à 8 500, 9 000, ou à peu près. On ne sait pas exactement combien il y a de personnes qui sont des secondaires, parce qu'ils ne sont pas calculés dans l'ensemble de nos citoyens. Quand on regarde notre budget à nous de 16 millions, savez-vous, il est combien à Lac-Brome? 22 millions. 6 millions supérieurs à nous. Ils ont le même nombre de kilomètres à déneiger, le même nombre d'ordures à ramasser, le même nombre de... Puis quand on se compare, nous, à Lac-Brome, je trouve qu'on fait quand même une bonne job, même avec 6 millions de moins. Parce que ça me dit, moi, qu'il y a une très grande productivité des employés ici à Sutton pour être capable d'offrir les mêmes genres de services que Lac-Brome. Je ne pense pas qu'on est... Quand on se compare, on est équivalent. Quand je regarde, je parlais au maire de Baie-Saint-Paul la semaine dernière. Baie-Saint-Paul, 8 500 habitants. Leur budget, savez-vous, c'est combien? C'est 28 millions. OK? Nous, on a 16 millions. Fait que on fait des miracles avec 16 millions. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a assumé l'inflation depuis 2012, mais on n'a pas augmenté le budget. C'est ça que ça veut dire, concrètement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que les maisons sont ils ont moins de valeur, peut-être, en général? Ici? Ben non. Qu'ailleurs, qu'à Lac-Brome, mettons, non? Non, le contraire. C'est que les maisons ont plus de valeur. Actuellement, Sutton, notre rôle triennal a augmenté de quoi? 52 je pense, au dernier... oui, Sutton. Ou à peu près 52 je pense. Oui. Bien, donc, et ça crée un des problèmes. Ça crée le problème actuellement que les jeunes familles ne peuvent pas venir ici à Sutton parce que des maisons ordinaires, je dirais, je suis ici depuis 35 ans à peu près, les maisons ordinaires se vendent aujourd'hui à 850 000. Puis là, tu as des travaux à faire, puis tu as des rénovations à faire en plus. Qui peut se payer une maison comme ça si tu es un jeune couple avec des enfants? Tu ne peux pas faire ça. Donc, c'est pas possible d'arriver ici. Puis là, il y a une spéculation qui est faite depuis 5 ans à peu près, qui a gonflé les prix à peu près de 100 grosso modo. Ah, oui. Et ça continue à l'heure actuelle, même s'il y a un problème de récession potentielle et tout le reste, baisse aussi, augmentation des taux d'intérêt. Là, on est en train de rebaisser. Mais ça n'a pas empêché des maisons de se vendre. Des maisons de 3, 4, 5 millions qui se vendent actuellement sur le marché, qui ne restent pas longtemps sur le marché. Merci d'avoir pris le temps. Merci. Bonsoir, Diane Duchesne. Oui. Oh mon Dieu, c'est-tu les nouveaux micros? Non, c'est le même. Ah, OK. Alors, je vais ressasser du vieux. J'ai un commentaire sur... le mois passé, il y avait 2 demandes pour avoir des permis de résidence de tourisme temporaire. Oui. Après la première, qui est, vous avez eu des commentaires des citoyens alentour disant que non, blablabla, vous avez voté non pour le permis, puis vous êtes pété les bretelles en disant notre processus fonctionne très bien, on a pu arrêter, pas donner le permis. Sauf que le deuxième, il n'y a eu aucun commentaire, là, c'est parfait. Mais de dire que pour le premier, ça a très bien fonctionné, c'est parce que le premier cas, les gens étaient hors la loi, entre guillemets, là. Il n'y avait pas de permis, ils fonctionnaient tout croche. C'est sûr que les voisins sont venus se plaindre. Mais pour les autres permis, moi, si j'avais voulu me plaindre pour l'autre permis sur Morgan, ils n'ont jamais loué sans permis. Puis avant, quand il y avait quelque chose, là, c'était un bed and breakfast. Fait il
n'y avait pas de party, là. La madame, elle était dans sa maison, là, puis elle recevait des gens. Fait que c'était juste pour vous dire que non, votre système d'avoir procédé par usage conditionnel, c'est pas foolproof, là. Il n'y a pas de foolproof, c'est certain. Mais justement, c'est un élément dans la stratégie pour donner la chance aux gens, aux voisins, ou tout ça, d'intervenir. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir. On peut pas, je veux dire, on ne fait pas des enquêtes policières sur tout ce qui se passe. Puis les gens d'urbanisme, on serait débordés complètement. Donc, on permet aux gens, aux citoyens, les voisins, de pouvoir, ils voient une pancarte, dire « Oh, ils veulent faire de la location à court terme, on va se présenter au conseil. » Des gens qui, généralement, la madame qui est venue, elle n'avait jamais participé à une réunion du conseil. Elle était très émue. Elle était très émue. Non, ce que je veux finir. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Laissez-moi terminer. Elle était très émue et tout le reste. Puis les gens l'ont écoutée, etc., pour dire « Bien, on n'avait pas vu cet angle-là. » En plus, je pense qu'on a donné aussi un outil de contingentement. On limite le nombre de locations à court terme dans des zones. T'sais, on s'est donné des outils pour nous permettre justement de pouvoir évaluer chaque cas individuellement. L'usage conditionnel, on a eu une bonne discussion avec l'urbanisme en fin de semaine avec les gens du CCU, quand on a revu cette discussion-là. Mais on pense que l'usage conditionnel, c'est pas péter les bretelles, c'est un peu exagéré. On pense simplement que c'est un bon outil pour nous permettre justement de pouvoir jauger des situations particulières. OK. Bien, j'aurais quand même une suggestion pour faciliter, là, pour savoir où il y a des résidences en location ou qui a un permis pour faire de la location à court terme. Depuis 1 an ou 2, on ne le voit plus, là, c'est plus mis à jour, mais sur le site Internet de la Ville, dans la section urbanisme, il y a une section permis et, je me souviens plus, là, permis quelque chose, là. Puis avant ça, tu voyais tous les permis, les demandes de permis d'hébergement sont là, ils sont permis. Oui, malheureusement, ça fait 1 an qu'il n'a pas été mis à jour, là. C'est une demande récurrente au service de l'urbanisme qu'on fait, mais sont occupés avec le plan d'urbanisme et d'autres choses, mais je vous assure que c'est pas un oubli, là, c'est juste une gestion de priorité. Mais je comprends parfaitement votre point parce que oui, en effet, à la lecture, on réussit à avoir certaines informations. Ça ferait moins d'appels à la Ville pour savoir, hey, mon voisin, as-tu demandé son permis de construction pour agrandir sa maison, tu sais? Fait en même temps, souvent, les permis sont... La liste a été mise comme... Elle est publiée 3-4 mois après, là, fait que la construction a eu le temps de se faire, mais souvent, leur permis est émis, mais ils commencent les travaux plus tard. Oui. Alors, ils sont supposés d'afficher le permis. Je trouvais les permis affichés. Bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Mais je ne vois pas pourquoi vous êtes si pressé que ça, là. Tantôt, c'était tranquille. Je sais que je ne suis pas aussi jeune et belle et fringante, mais j'ai le droit, moi aussi. Allez-y, monsieur. Jean-Roch Leduc, encore une fois. Écoutez, il y a quelque chose que je comprends difficilement, là. C'est les émotions que Mme Darrieur a eues tantôt. Ça me bouleverse un peu. Il me semble, pour avoir discuté avec elle lors d'une dernière réunion, vous vous en rappelez certainement, que la Ville et elle ont le même but. Faire profiter la Ville de Sutton de ce merveilleux site. Mais il semble y avoir une chicane ou une incompréhension entre la Ville et la famille Darrieur, finalement. Parce que là, elle est en furie. Je ne comprends pas pourquoi. Vous allez dans le même sens, vous voulez aller dans le même sens. Mais, écoutez... Est-ce que quelqu'un de son district pourrait aller y expliquer que vous allez dans le même sens? Oui. Écoutez, je ne veux pas... Ou vous n'allez pas dans le même sens, non, puis je ne le sais pas. Moi, je connais très bien les sœurs Dyer, les deux. C'est pas du mauvais monde, Non, ça. au contraire. Bien au contraire. Puis, je peux juste vous dire que son intervention n'était pas contre la Ville. C'est ça que j'ai compris. Maintenant, il faut comprendre beaucoup de choses. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de distinction, on est sur la même longueur d'onde par rapport aux orientations, si vous voulez. La façon de le faire, bien, ça, chacun son style. Bien, non, mais c'est là où est-ce que... Tant qu'à cliquer comme ça, je pense qu'il n'y a pas chacun son style, c'est pas ça. Bien, non, je comprends, mais... Si le point est de prouver que la propriété, c'est à eux autres de décider ce qui va se passer avec,
il va falloir le prouver. S'il faut aller en cours, il va falloir aller en cours. Mais si vous voulez travailler ensemble, vous pouvez mettre un peu d'argent. Il semblerait qu'ils ne veulent pas mettre d'argent. Je ne sais pas. Ouais. Mais il y a sûrement une coopération à faire entre la Ville et la famille d'ailleurs qui ont bien donné à la Ville, je pense, Oui. pour que ça arrête des histoires comme ça. Oui. Puis qu'il arrive quelque chose avec la patente là-bas. Je comprends, monsieur, mais il n'y a pas de solution facile. Je suis d'accord avec vous, mais je pense Oui. qu'en discutant, il y a moyen d'arriver à quelque Oui. chose. Là, ça ne sert à rien, ça. Oui. En tout cas. Je vais essayer justement de gérer la situation, qui ne sont pas faciles. Les situations, c'est pas... Oui, je comprends. Oui, monsieur. Très brièvement, Monsieur le maire, parce que je ne veux pas partir de ça en ayant que chialer. Alors, monsieur, tantôt disait qu'à Sutton, il neige beaucoup, et effectivement, je dois souligner le travail extraordinaire que font les gens des travaux publics. Pour avoir passé 30 ans sur le plateau Mont-Royal, là. Je vous le jure, c'est le bonheur de voir la charrue passer 10 fois par jour. C'est le grand luxe. Mais monsieur, vous avez raison. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises parce que vous parlez du déneigement, puis ça fait quand même plusieurs années aujourd'hui. Là, c'est comme les neiges d'antan. Là, il y a à peu près 30 ou 40 ans quand on était plus jeune. Mais les travaux publics font un travail absolument extraordinaire, pas seulement l'hiver, pour l'entretien des routes. Puis l'entretien des routes, c'est vraiment beaucoup plus problématique avec les changements climatiques, avec ça, gel, dégel, gel, dégel. Ils font un travail, là, si vous passez sur les grands chemins, les gens des villages autour, Dunham, Fredericksburg, tout ça, je veux dire, ils aimeraient avoir le service des travaux publics de Sutton. Ça, je peux vous dire ça. Oui. Alors, ça met un terme. Là, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer M. Martin qui lève sa main, Mme Graham. Alors, donc, merci beaucoup pour votre présence. C'est apprécié.